Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce live RH organisé par Arcaneo, filiale du groupe AEF Info. Notre thématique aujourd'hui, la RH post-Covid. Quelle réponse de la filière RH, quelles pistes et méthodos après-crise et revisiter les RH. Notre objectif avec vous tous, partager des témoignages avec nos trois intervenants, dessiner les chantiers de demain et puis également recueillir bien sûr vos témoignages, vos commentaires, vos suggestions. Alors, vous avez 4 onglets sur la partie droite de votre écran, l'onglet participants, où vous voyez effectivement les différents participants inscrits. L'onglet sondage, on vous sollicitera au cours de ce webinaire à un moment donné pour recueillir votre avis avec des résultats en temps réel. Et dans l'onglet chat, vous pouvez poster tous vos commentaires, vos questions, vos suggestions, l'onglet questions également, si vous le souhaitez. On essaiera de les relayer au fur et à mesure. Alors, sans plus tarder, je vais demander à nos trois intervenants de bien vouloir, en quelques mots, quelques chiffres, se présenter. On va démarrer par Isabelle Calvez. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Écoutez, Isabelle Calvez, je suis la DRH du groupe Suez. Suez, un chiffre, c'est 90 000 personnes sur les 5 continents. Et c'est une activité qui produit, qui distribue de l'eau potable. On traite les eaux usées et on traite aussi les déchets. Donc une activité essentielle, je dirais, à la santé sur la planète et avec une continuité de service impérative, ce qui aura tout son sens justement pendant le Covid. Et voilà, et en France, donc 90 000 dans le monde. En France, 90 000 dans le monde, 38 000 en France. Voilà. Merci. Stéphane Millet, bonjour. Bonjour Nicolas, et merci. Stéphane Millet, groupe GEFCO. GEFCO, c'est Supply Chain Logistique. On est leader en Europe sur toute la logistique automobile. Ça fait 70 ans qu'on existe, 15 000 salariés dans un groupe très international, pratiquement 47 pays. Et comme le disait Isabelle il y a 2 minutes, la continuité de l'activité est importante dans le transport pour assurer d'abord que, par exemple, tout ce qui est médical arrive bien à destination au bon moment. Je ne vous parle pas du food et puis du reste. Voilà. Merci Vincent Belliveau, troisième intervenant. Bonjour. Bonjour, donc je suis Vincent Belliveau, je suis directeur général Europe pour Cornerstone, basé ici à Paris. Cornerstone est un éditeur numéro 1 au niveau mondial en gestion de la formation et des talents, avec plus de 75 millions d'utilisateurs maintenant. On vient de compléter l'acquisition d'une société qui s'appelait Saba et qui nous donne maintenant, qui double finalement la taille de Cornerstone sur le marché européen. Nous avons aussi complété l'acquisition d'une société qui s'appelait Clostri sur l'IA, je parlerai un peu plus tard, et qui nous donne une forte présence combinée entre Saba et Clostri en équipe de AI, d'intelligence artificielle en France et en Europe. Donc, c'est un plaisir de vous accompagner aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, je vais vous proposer de nous faire un flashback sur les principaux faits marquants dans vos trois entreprises respectives depuis la mi-mars. Ça permettra un peu de planter le décor pour tous nos participants avant d'aborder le vif du sujet. Alors, on va démarrer par vous, Isabelle Calvez. Depuis la mi-mars, quels ont été les principaux faits marquants à grands traits? Quelle proportion de salariés ont continué à venir sur site, ont été au chômage partiel, en télétravail et pour en venir à notre période actuelle, quels sont aujourd'hui les enjeux de reprise? Alors, chez Suez, en fait, la crise a commencé en janvier en Chine, puisqu'on a une grosse activité en Chine, et on avait des équipes à Wuhan, et donc en janvier, on a eu je dirais, des collaborateurs pris dans cette affaire chinoise. Donc, on a pu anticiper en fait assez vite sur l'Europe ce qui allait se propager. On s'est quand même rendu compte que ça allait arriver assez vite. Et nous, la problématique, c'était de maintenir les gens sur le terrain. Nous, on est sur le terrain. On traite les eaux usées, on a des usines d'eau, on collecte les déchets, on les traite aussi. Donc, il fallait vraiment maintenir, organiser le travail pour que les gens soient en équipe, séparés, puissent se remplacer les uns les autres. Il fallait sécuriser les stocks critiques de matériel. Donc, on a réussi pendant toute la crise et partout dans le monde à maintenir 60% des équipes sur le terrain. On a mis toutes les fonctions de support en télétravail, donc 25% des gens en télétravail, et le reste en chômage partiel ou en protection. On a retiré pas mal de gens du terrain parce qu'ils étaient fragiles. Et ce qu'on a vu, alors d'où l'intérêt d'avoir un grand groupe international,
c'est que comme ça s'est propagé à des moments différents dans les continents, les pays qui avaient été touchés les premiers ont aidé les autres avec des retours d'expérience à se préparer. La Chine a aidé à sourcer les masques. L'Europe a aidé les États-Unis à se préparer. On a aidé l'Amérique latine. Et puis aujourd'hui, on continue à soutenir l'Amérique latine et l'Inde qui sont toujours en pleine crise. Voilà. Donc quand même certain intérêt de la mondialisation dans ce genre de crise. Encore un mot, Isabelle, aujourd'hui, vous en êtes où en termes de pourcentage d'activité qui a redémarré et d'effectifs en télétravail, au chômage partiel et sur site? Alors aujourd'hui, tout a quasiment redémarré. On va dire on a 90% de nos activités qui ont redémarré. Néanmoins, on maintient du télétravail pour ne pas avoir trop de monde je dirais, à gérer sur les sites pour préserver les gestes barrières. Alors après, on a l'Amérique latine, je dirais, qui sont même un peu touchés. On a l'Afrique touchée en ce moment, mais on va dire qu'on a quand même globalement bien redémarré. Et en France, on maintient du télétravail. D'ailleurs, enfin, je dis en France, mais en fait, dans les autres pays aussi, que ce soit aux États-Unis, en Chine. En Chine, Pékin a été à nouveau retouché. Systématiquement, les gens ont été testés, mis en télétravail, le temps de savoir s'ils étaient négatifs. Donc, en fait, on jongle avec voilà, les différentes options. Stéphane Millet, même question, le film sur 3 mois de faits marquants depuis le confinement? Comme le dit Isabelle, ça a commencé avec la Chine. On a une présence plutôt forte à Wuhan, qui est aussi un centre automobile important. Et donc, effectivement, comme le dit Isabelle, on a commencé très très tôt à tirer les leçons de ce qui se passait et qui allait nous toucher. Une des leçons importantes en termes de protection de nos salariés, c'était le masque. Et donc, on a été probablement une des rares entreprises à commander des masques très très tôt. Et puis après, on l'a fait pour nos clients avec notamment des ponts aériens depuis les lieux de production qui essentiellement étaient en Chine à ce moment-là et en Slovaquie aussi. Ça s'est accompagné ensuite, mi-mars, de la fermeture progressive, relativement brutale pour certains, mais la fermeture progressive des usines de tous nos clients, nos grands clients automobiles. PSA qui a vraiment joué la carte à fond de la santé, de la sécurité de ses salariés. Et puis, nous, d'une certaine manière, par ricochet, on a graduellement ou mis en chômage partiel. On était jusqu'à 5000 personnes en chômage partiel au même moment, un peu plus de 3005 en télétravail, et puis le reste réparti sur les différents pays sur site. Sachant qu'on a une forte présence en Amérique latine, et évidemment, l'Europe a été touchée. Maintenant, c'est les États-Unis, l'Amérique latine. Évidemment, Brésil essentiellement, puisqu'on est très présent au Brésil, en Argentine. Aujourd'hui, vous êtes plus sur une configuration où votre objectif n'est pas de revenir à la normale, en tout cas pas à court terme, mais progressivement d'organiser cette reprise d'activité. Oui, on n'est pas dans un jeu qui, de mon point de vue, est pas très salutaire, qui est de dire on va rattraper ou on va essayer de rattraper. Ce qui a été perdu a été perdu. On va faire l'année de manière à pouvoir garantir notre solidité, une grande entreprise, garantir aussi la solidité de nos sous-traitants qui sont des plus petites entreprises. Pour l'instant, ce que je vois poindre, c'est probablement une reprise extrêmement graduelle. Et donc, le mot-clé pour nous, c'est prudence aujourd'hui. Avec du coup des accords qui vous ont permis, dans lequel vous vous êtes engagé à maintenir la rémunération à 100% des salariés en chômage partiel pendant les 40 premiers jours. Ensuite, vous avez basculé sur le plancher de 84% de la rémunération nette. Et juste pour compléter, pour faire écho à notre entretien préparatoire, Stéphane, vous avez décidé de maintenir le chômage partiel jusqu'au mois de septembre. Voilà, ce qui témoigne de cette reprise très progressive. Oui, absolument. Donc, avec les partenaires sociaux, alors là, on parle de la France, mais dans les autres pays, ça a été la même chose, pas sous la même forme. Effectivement, maintien du chômage partiel et comprendre comment aider dans les meilleures conditions les salariés, sachant que en France, on a de la chance, on est dans un pays qui offre des schémas très généreux et bravo et merci.
Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus compliqué et donc la décision même du chômage partiel peut avoir des conséquences très très difficiles. En Italie, en Espagne, au Maroc. Au Maroc, c'est 300 et quelques euros si vous êtes en chômage partiel. Hein. En Italie ou en Espagne, si vous cumulez 1000 euros, quel que soit votre salaire, c'est le max. Donc du coup, comment aider aussi dans les autres pays sans pour autant s'éloigner de la prudence dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, oui, ce qui revient souvent à faire du supralégal sans exactement. forcément faire à l'identique par rapport au cadre français. Ouais, du supralégal. On a aussi évidemment réduit presque à zéro toute la partie intérim. On a des gens qui, dans la maison, sont capables d'aller vers d'autres business, vers d'autres métiers, business line et vers d'autres métiers. Donc, on a aussi joué cette carte-là d'une polyvalence, alors un peu forcée, mais possible. Merci. Vincent Béliveau, comment Cornerstone a vécu la pandémie? Vous citiez une fusion tout à l'heure, ça c'est pas anodin effectivement, mais à la fois en interne et vis-à-vis des clients dont les sollicitations ont été beaucoup plus fortes et parfois de nature différente. Oui, donc je peux partager peut-être deux angles de vue. L'un qui est du côté de Cornerstone, ce que nous avons vécu, et ensuite l'angle de vue de nos clients. Donc, du côté de Cornerstone, c'est intéressant, on avait lancé un test à grandeur nature, c'est-à-dire tous les collaborateurs du monde à distance avant que le confinement ne soit lancé, ni aux États-Unis ou ici. Ça avait déjà commencé en Chine, mais ça nous a permis de vérifier qu'on pouvait opérer complètement en mode travail à distance, 100% des collaborateurs à distance. C'est ce qu'on a maintenu jusqu'à maintenant. Évidemment, on a dû faire une acquisition importante. On a ajouté plus de 1000 collaborateurs, c'est 50% de croissance, si on veut, de façon virtuelle. Donc, c'était intéressant de devoir gérer l'intégration de nouveaux collaborateurs de cette façon entièrement virtuelle. Sur le volet plutôt client, donc ce qu'on a observé, d'une part, c'est une forte demande d'aide dans le premier temps, c'est-à-dire que certains clients étaient beaucoup plus avancés. J'ai le privilège de travailler notamment avec le groupe Suez, le groupe Jeffco. Donc, c'est des clients qui étaient bien équipés pour affronter la crise. Mais nous avions pas mal de clients qui faisaient face à une vraie crise et demandaient de l'aide. Et donc, nous avons mis en place une plateforme où nous avons partagé des contenus à la fois sur le Covid lui-même, sur la gestion du stress et dans des périodes de changement importants, et sur le travail à domicile. Nous avons créé cette plateforme qui a eu plus de 100 000 enregistrements externes. Plus de 850 clients ont demandé ce contenu sur leur portail Cornerstone, avec plus de 200 000 heures de consommation de contenu qu'on avait mis à disposition gratuitement pour tous nos clients. Donc ça, et on vous avait demandé, merci pour ces éléments, hein, parce qu'effectivement, lors de notre échange préparatoire, je vous avais demandé d'illustrer de manière un peu précise ce que tout le monde dit, à savoir que les contenus en ligne ont été très, très sollicités, très prisés. Là, on voit effectivement que les chiffres sont très conséquents. Et ça, c'est que la partie de l'iceberg qu'on peut voir, au sens où c'est ce qu'on avait offert gratuitement à nos clients à travers cette plateforme Cornerstone Care. Et après, au marché au sens large, n'importe qui dans l'appel aujourd'hui peut aller sur le site Cornerstone Care et consommer ces cours-là. Mais au-delà de ça, on a observé une adoption qui a été en très forte augmentation de nos plateformes, notamment au niveau de la formation par nos clients. Donc, on est passé de 27 millions d'heures de formation en mars à 39 millions. La formation présentielle diminue au profit du format en ligne, avec plus de 79% d'augmentation d'e-learning cette année versus l'année dernière. Donc, c'était 66% en mai, puis 50% en avril. L'adoption des technologies via mobile aussi, avec les gens qui travaillent à domicile, a augmenté, a doublé à partir de mars, triplé même en avril, pour se restabiliser vers doubler par rapport à l'année dernière au niveau Europe. Donc, clairement, une adoption accélérée de par le fait que les entreprises doivent changer rapidement et s'adapter aux circonstances. Parfait, merci pour ce décor qui à présent est planté sur vos trois entreprises. Je vais vous proposer à présent d'aller dans l'onglet sondage. Donc, je demande à tous les participants de cliquer en haut à droite sur cet onglet sondage et vous allez voir apparaître une question sur les priorités RH. Vous pouvez choisir plusieurs réponses ou une seule. Quelle priorité RH la pandémie a-t-elle fait émerger? Et vous avez 5
Réponse possible, généraliser le travail à distance pour les salariés éligibles, favoriser de nouveaux modes de management, davantage promouvoir le développement des compétences, accélérer la transformation de la fonction RH, revoir les politiques d'évaluation et de formation. Donc, 5 réponses possibles. Vous pouvez, voilà, dès à présent, voter. Et puis, on va voir petit à petit les résultats s'afficher, voilà, au fur et à mesure de vos réponses. Et on pourra ensuite commenter. Donc, pendant que voilà, vous êtes en train de voter, je vais vous proposer pour les 3 intervenants de reprendre certains des éléments de cette question, finalement, de voir comment vous avez commencé à revoir vos axes stratégiques, si éventuellement vous avez questionné la fonction RH, les managers, les salariés, comment vous envisagez le développement du travail à distance, le cadrage plus ou moins fort de ce travail à distance, la question des tiers-lieux, et puis la question de l'évolution des compétences est également fortement posée, on l'a vu, avec aussi plus de polyvalence, des métiers essentiels que beaucoup disent aujourd'hui devoir revaloriser, comment ces politiques de rémunération nouvelles, quels arbitrages peuvent être réalisés entre la rémunération directe et les avantages sociaux. Voilà, c'est toutes ces questions qu'on va essayer de se poser dans la suite de cet atelier. Et vous pourrez naturellement, les uns et les autres, dans l'onglet chat ou questions, poster à la fois vos commentaires, vos questions, vos témoignages sur votre propre pratique ou poster votre point de vue. Donc, le résultat de notre sondage, généraliser le travail à distance pour les salariés éligibles à 62%, favoriser de nouveaux modes de management à 23%, juste après, davantage promouvoir le développement des compétences, ensuite accélérer la transformation de la fonction RH 3% et 3% revoir les politiques d'évaluation et de rémunération. Voilà, vous nous direz tout au long de ce webinaire si vous êtes d'accord avec cet ordre d'arrivée ou si vous pensez que certaines questions, certains chantiers méritent d'être remontés. Alors, on va démarrer sur la manière dont vous envisagez vos nouveaux axes stratégiques avec vous, Isabelle Calvez. Vous avez procédé depuis la mi-mai à un vaste questionnaire envoyé à tous les salariés qui avaient une adresse mail, c'est-à-dire 50 000 salariés. Et voilà, quels sont les résultats ? Alors, on a effectivement questionné les salariés mi-mai, déjà pour faire un point, dire comment allez-vous, comment s'est passé tout ça, comment est-ce que vous vous sentez, et puis surtout pour dire à partir de la crise, qu'est-ce que vous voulez garder, enfin, quelles sont les bonnes choses qui ont été mises en place, que vous voudriez conserver dans ce monde qu'on appelle d'après. Comment est-ce qu'il faut voilà, travailler différemment, qu'est-ce que vous suggérez? Et à votre avis, la stratégie de l'entreprise, comment est-ce qu'on peut la revisiter? Donc, on a eu 17 000 personnes qui ont répondu, avec beaucoup de verbatim, c'était très ouvert. Alors maintenant, avec l'intelligence artificielle, on sait traiter très très bien les verbatim. Et ce que nous ont dit les gens, c'est effectivement, on ne veut plus travailler comme avant. Suez était une boîte très classique, très traditionnelle, le télétravail n'était pas du tout développé, le management était même plutôt réticent. Donc là, les gens ont dit, bah, écoutez, vous voyez, ça a marché, on est très satisfait, même si c'était du télétravail de crise, hein, c'était quand même pas toujours dans des bonnes conditions, mais on est très satisfait. Mais pour autant, ce qui nous a aussi le plus manqué, c'est les collègues, la relation humaine. Donc, trouver un système, trouver des méthodes où on peut conjuguer l'efficacité du télétravail et le bon côté quand même d'être ensemble, de la cohésion sociale, de se parler, d'avoir de la créativité ensemble. Donc ça, c'est un point important de l'enquête. Après, beaucoup de choses intéressantes sur la santé-sécurité, qui ont été très satisfaits de la façon dont on a géré l'angle santé et sécurité. Pas que sécurité, mais aussi santé. On a fait un peu partout dans le monde des campagnes de tests. On offre en France aussi des tests aux collaborateurs qui peuvent se faire éventuellement dépister. On peut envoyer des systèmes sur des sites, faire des dépistages un peu massifs. Donc, gros axe sur la sécurité.
Beaucoup de choses aussi sur la solidarité, en disant ça a été une période de solidarité, il faudrait que ça continue, on est prêt à s'engager, à faire plus de volontariat, aidez-nous dans l'entreprise, mettez en place des systèmes pour qu'on puisse aider notre écosystème, aider les plus démunis dans les différents pays. Et puis, pas mal de choses aussi sur le sens, la raison d'être. On veut être utile. On s'est rendu compte que nos métiers étaient utiles. Parce que, je ne sais pas si vous imaginez, mais la crise sans eau ou sans traitement des déchets, ça aurait été 1000 fois pire. Donc, on s'est rendu compte qu'on était utile, donc on voudrait continuer. Donc, travaillons sur le sens. Voilà un peu les principaux éléments de l'enquête. Et ça, c'est un socle qui, bien sûr, va vous aider. Parallèlement, et j'aimerais que vous en disiez un mot, vous avez mis en place au sein de la fonction RH des groupes de travail thématiques pour réfléchir à l'après. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça foisonne. Oui, on avait déjà fin avril commencé à réfléchir. On avait choisi 8 thèmes, alors dont évidemment le télétravail, les nouveaux styles de management, la santé, la polyvalence, enfin tous les thèmes qu'on va aborder, la question des rémunérations, de l'équité des rémunérations, les premiers de corvée qu'on appelle, et puis l'école blanc, on va dire le sens, le sens, l'attractivité. Je pense que les grandes entreprises sont redevenues plus attractives qu'elles ne pouvaient être, surtout celles qui ont été résilientes et qui ont finalement bien traversé la crise avec notamment un certain sens, une certaine utilité. Donc, on avait déjà, je dirais, calé nos thèmes. On les a enrichis avec tout ce qu'on a récupéré comme matière dans l'enquête. Et effectivement, on travaille pour revisiter notre plan stratégique RH à l'aune. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses positives. On était très réfractaire au télétravail. Voilà. Moi, j'étais grande fan de l'entreprise libérée. C'était pas très populaire. Voilà, ça va de pair, télétravail, nouveau style de management, plus de décentralisation, moins de contrôle. Donc, je trouve qu'on a fait, le Covid nous a fait faire un pas de géant en matière de style de management. On va vraiment réutiliser maintenant tout ça. Stéphane Millet, de quelle manière vous abordez ces nouveaux axes stratégiques RH apparus avec la pandémie? Avez-vous interrogé les salariés, la fonction RH, les managers? Alors, la fonction RH, oui. Très, très vite, juste un peu après janvier d'ailleurs, on a commencé à mettre en place une gestion de la communauté beaucoup plus présente qu'elle ne l'était auparavant. Au-delà, non. C'est-à-dire qu'on a même différé une enquête d'engagement qui était prévue normalement pour septembre. Ceci dit, on a laissé au pays la possibilité de faire des sondages, des enquêtes, pour comprendre comment les gens se sentaient. On n'est pas allé aussi loin que ce que Isabelle a défini, qui me paraît très prospectif, en fait, pour comprendre exactement ce que les gens peuvent avoir en tête pour le futur. En revanche, avec cette routine managériale quotidienne ou hebdomadaire, on voit émerger des thèmes intéressants. Évidemment, il y a le télétravail, mais avec le télétravail, il y a le télémanagement, dont on parle moins, mais qui a quand même une importance. Il y a l'engagement. Quelle sera la forme de l'engagement de demain? On a fait quand même la démonstration que présence physique et engagement n'étaient pas forcément la même chose. On voit aussi quels sont les axes ou les thèmes dans lesquels nos équipes aimeraient s'investir. Je pense que la santé-sécurité a été quelque chose qui a été retenu par les salariés de manière générale, extrêmement spontanée, ou auprès de nos partenaires sociaux, pour dire bravo et merci. À la fois sur le souci de nous protéger et de protéger la société, à la fois le fait de mettre à disposition tout un appareillage qui n'était pas forcément disponible. Et en tout cas, vous savez, il y a eu beaucoup d'allers-retours sur le port du masque. Très vite, on a tiré, comme le disait Isabelle, les leçons de ce qui s'était passé en Chine. Et puis, pour l'après, c'est-à-dire la distanciation, on pense que de toute façon, on va vivre avec ce virus pendant des années, enfin pendant des mois encore. J'espère qu'on aura un vaccin, qu'on aura des tests extrêmement fiables, beaucoup plus portables, etc. Mais
pour l'instant, il faut se dire que on va vivre avec. Donc la question est de savoir comment vivre avec au mieux. Et puis, revenir au sens, on a fait tout un travail dans l'entreprise il y a 4 ans maintenant sur la raison d'être. Et notre raison d'être, je simplifie, mais c'est infinite proximity. Donc, c'est la proximité que nous établissons avec tous les différents acteurs de l'écosystème, interne, externe, etc. C'est ça qui fait notre vraie valeur et c'est ça aussi qui fait notre engagement. On le voit, par exemple, le partenariat avec Cornerstone, où on a développé des choses ensemble. C'est un choix mutuel entre 2 entreprises et entre 2 équipes qui sont dans le caring, qui sont dans la créativité, mais qui se trouvent. Alors, infinite proximity, quand la présence physique, la proximité physique n'est plus possible, bon, ça soulève tout un tas de questions pour comprendre comment rester connecté, comment établir le lien en utilisant d'autres modes, en fait. Alors, merci Stéphane. Il y a une question à laquelle vous pourrez répondre, hein, qui vient d'apparaître dans l'onglet questions sur le télémanagement. Juste avant, je vais demander à Vincent Béliveau, pour vous, on est toujours dans cet aspect un peu prospectif, pour dessiner ces axes stratégiques RH futurs. Qu'est-ce qui doit changer à l'avenir, Vincent? Qu'est-ce qui doit être accéléré ou qui doit émerger? Pour moi, il y a 3 grands thèmes. Il y en a un qui est plus opérationnel, mais urgent. Mais je vais d'abord démarrer par les plus grands thèmes. D'une part, évidemment, l'environnement fait en sorte que la plupart des entreprises acceptent de nouvelles façons de fonctionner ou voient comme essentielles de nouvelles façons de fonctionner. Donc, il y a l'accompagnement, la préparation. L'entreprise peut se travailler de façon différente. Un peu ce qu'on vient de décrire. Ça va être dans la durée. À quel point le curseur va bouger, ça, on va le savoir au fil du temps. Mais il y a un changement, c'est sûr. Et il y a un changement à long terme, c'est sûr également. Deuxièmement, que ce soit la crise du Covid, mais aussi avant ça, tellement d'autres crises, que ce soit les crises financières, etc. Il y a une accélération du changement pour les entreprises et cette notion de comprendre les compétences qu'on a dans un groupe semble prendre toujours plus d'importance. Quand je parle des DRH aujourd'hui, on parle vraiment de upskilling, reskilling, new skilling. Donc, upskilling, c'est je suis dans un rôle qui évolue, donc je m'upskill dans ce rôle-là. New skilling, je vais vers un nouveau rôle. Reskilling, je vais vers un nouveau rôle qui existe déjà. Ou new skilling, je vais dans un rôle qui n'a jamais existé, un nouveau métier, et j'apprends cela. Et les entreprises vraiment vouloir vraiment bien comprendre leurs compétences pour pouvoir rapidement pivoter, pour pouvoir être agile. Et c'est un peu ce que M. Millet décrivait il y a une minute, la capacité, quelques minutes, la capacité de prendre des compétences du groupe et les rediriger vers de nouveaux modèles, métiers, etc. Il y a un troisième volet qui est plus opérationnel, peut-être imposé financièrement, mais pas que. C'est d'accélérer la transformation, la digitalisation des process pour être plus efficient en RH. Donc, c'est pas que ça. Il y a une vraie valeur ajoutée pour le collaborateur, pour le manager, les responsabiliser, leur donner les moyens. Mais inversement, il y a aussi une logique d'efficacité, de coût. La majorité des gens avec lesquels j'échange me disent que pour 2021, probablement que le département RH aura moins de ressources. Donc, comment je fais pour répondre à encore plus de besoins dans l'année qui vient? C'est ça, et cette nécessité de dématérialisation, elle est apparue d'ailleurs très fortement à travers les entretiens RH que AEF Info a pu publier depuis 2 mois, où c'était un des éléments qui ressortait effectivement des entretiens avec les DRH. Alors, j'en viens à la question de Jean Duru qui nous dit « Télémanagement, que s'est-il réellement passé pendant ces semaines en termes de confiance, de délégation ?» Alors, peut-être réponse croisée d'Isabelle Calvez plus Stéphane Millet. C'est vrai qu'il y a certaines entreprises qui ont demandé à leurs managers d'appeler beaucoup, parfois même ceux qui étaient en chômage partiel, pour pas que le lien soit complètement coupé. Ça a été plus ou moins fait, de manière plus ou moins informelle, avec des ressources plus ou moins poussées. Il y a eu des configurations extrêmement variées. Comment vous avez procédé, vous, de votre côté, et quels enseignements vous en tirez aussi pour la suite dans les axes d'amélioration de cette relation à distance? Isabelle? Écoutez, nous, sur le télétravail, ça a été du télétravail de crise parce que les gens n'étaient pas vraiment habitués. Ça s'est finalement plutôt super bien passé. Alors, on a dit aux managers, attention, c'est du télétravail de crise, les gens vont se retrouver chez eux, dans un environnement qui n'est pas forcément propice au télétravail, avec des enfants à gérer, le fait de faire l'école. Donc, on a dit surtout, prenez vraiment en compte la situation
individuelle et personnelle de vos collaborateurs. Les harcelez pas de contrôle tout le temps, respecter les horaires de déjeuner, enfin respecter des plages de déconnexion. Donc, on a essayé vraiment de donner un maximum de guidance pour que ça se passe bien et surtout de bien faire comprendre que c'était une situation handicap force majeure. Les gens ont été, nos collaborateurs ont été super, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui étaient quand même dans de grandes difficultés personnelles. Tout le monde n'a pas forcément les mètres carrés, pas forcément la tranquillité pour travailler, donc ça s'est quand même super bien passé. Et du coup, là, dans la reprise, on a remis, on a mis des entretiens de mi-année, de reprise, c'est-à-dire qu'on a dit faites un entretien de reprise, on a un système qui permet de le faire pour savoir justement comment ça s'est passé, comment toute la période a été vécue, et puis comment justement on va reprendre, sachant que le management maintenant, le rôle va être d'organiser justement la coexistence de populations qui ont été dans des situations diverses, va être d'organiser le télétravail de façon plus pérenne, d'organiser la vie d'équipe, parce que qui dit télétravail, mais ça dit vie aussi d'équipe avec des contraintes, des jours qui peuvent être fixes pour certains, des jours de présence. Donc, comment est-ce que le management va être capable d'organiser tout ça? Donc, on essaie vraiment de les soutenir. Donc, on fait moult webinars, moult animations pour aider à ce que tout ça se remette en œuvre, mais différemment, de façon différente. Et avec beaucoup de confiance, parce qu'on a vu pendant la crise que la confiance, la délégation, la subsidiarité, tout ça, ça avait vraiment marché. Stéphane Millet, quid du management à distance chez Jeffco? Alors, ça suppose, pour moi, j'ai plusieurs commentaires. La première chose, ça suppose quand même des outils qui soient au niveau. Et il y a un peu moins de 2 ans, on a décidé de mettre en place Teams dans tout le groupe. Au début, ça a un peu coincé parce que c'est un investissement un peu lourd. Et aujourd'hui, on se demande comment on aurait fait, évidemment, si on n'avait pas mis en place cet outil. La deuxième chose, c'est le travail qu'on a fait avec Cornerstone, je le répète, sur le développement des plateformes, qui permet aussi à celles et ceux qui sont en chômage partiel ou en télétravail ou en activité d'accéder à des ressources training, e-learning, etc., pour ou leur quotidien ou pour renforcer leurs compétences. J'ajouterai quelques points en complément de ce qu'a dit Isabelle. On est assez proche finalement de Suez parce que nous, le télétravail n'existait pas il y a 5 ans, donc on l'a mis gentiment en place, on a piloté, etc. Et puis, c'est devenu aujourd'hui, à cause de la crise, incontournable. Et la difficulté, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre entre distanciel et présentiel. Il y a justement, Stéphane, je vous interromps, une question d'une participante, Agnès de Rocheprise, qui dit « Il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui font revenir tous leurs collaborateurs sur leur lieu de travail pour relancer l'activité et le travail. Qu'en est-il réellement de ce virage et de la nouvelle place du distanciel ? N'est-ce pas en définitive trop complexe de savoir combiner présentiel et distanciel ?» Oui, c'est complexe. Il y a une vraie complexité parce que il y a presque un besoin d'individualisation de la part des équipes, de la part des métiers, puis de la part des gens eux-mêmes. Donc, je pense qu'il y a une vraie complexité. C'est un vrai travail. C'est pas un diktat en disant, vous revenez tous les jours. Je pense que les entreprises aujourd'hui qui vont dire, on vous oblige à revenir tous les jours, vont avoir des surprises en termes d'engagement et de rétention, de mon point de vue. Je voulais juste finir sur télémanagement. Une chose qu'on oublie parfois, c'est comment créer le lien informel alors qu'on est manager avec des équipes à distance ou des équipes qui sont en chômage partiel. Et dans mon équipe, par exemple, et dans d'autres pays, on a fait ce qu'on appelle les coffee breaks téléwork. Ça paraît pas comme ça. Au début, j'ai pas trop cru et ça marche, par exemple, super bien. Et c'est vrai que ça ressemble un peu à ce qu'on peut vivre au coin de la machine à café. Bon, donc ça, c'est à des moments de la journée, à la mi-journée par exemple. Ça peut être le matin, ça peut être peu importe, mais je pense que ça fait partie. On l'a mis d'ailleurs dans les tutos, dans les e-learning, ça fait partie du job. Alors que lorsqu'on est en présentiel, ça fait partie de la vie du bureau. Lorsqu'on est en télémanagement, de mon point de vue, ça fait partie du job. Ça s'organise. Nécessairement. Ça s'organise, c'est comme les fêtes que vous voulez faire. Si vous ne les planifiez pas, ça ne se passe jamais, ou alors par hasard, quoi. Vincent Belliveau, par rapport à cette question de
n'est-ce pas en définitive trop complexe de savoir combiner présentiel et distanciel? C'est vrai que la question, si on la prolonge aussi, c'est la question de qu'est-ce qu'on fait en présentiel et qu'est-ce qu'on fait en distanciel? On vient au bureau, pourquoi? Ouais. Bon, ça dépend pas mal des entreprises, ça dépend pas mal de l'industrie dans laquelle on opère. Évidemment, il y a des métiers où on crée des choses physiques et on doit être là physiquement pour le faire. Donc, quand on est en usine, c'est assez difficile d'être en distanciel. Par contre, pour la majorité des métiers dits col blanc ou des métiers où l'on s'éloigne du physique, là, de la partie création de valeur en étant présent physiquement, on entend et on voit une ouverture, oui, individualisée, parce qu'il y a des collaborateurs qui souhaitent encore, et il y en aura beaucoup, voir leurs collaborateurs, leurs équipes de façon régulière. Mais on sent quand même une ouverture et une volonté à permettre un travail à distance assez important. Assez important reste à qualifier. On va voir comment ça va évoluer dans les mois, dans les années à venir, dans les entreprises. Il y a tout de suite les directeurs financiers qui voient l'opportunité de réduire les coûts de bureau. Il y a certainement une opportunité là potentiellement. Il faut juste faire attention pour trouver le juste milieu où on va en entreprise pour travailler en collectif, on va en entreprise pour des événements type team building, on va en entreprise pour rencontrer un nouveau manager, un nouveau collaborateur pour avoir une première réunion avec une équipe, pour des projets transverses, pour les lancer, pour qu'ensuite ça se continue en distanciel. Donc, c'est de trouver le bon équilibre et je pense que les entreprises, en tout cas, avec lesquelles j'échange, me disent toutes s'attendre à un peu moins de présentiel et à faciliter le distanciel. Pour cela, et on peut en parler plus tard, Nicolas, mais il faut s'équiper d'outils. Stéphane parlait d'outils type Microsoft Teams. Également, dans la partie RH, c'est aussi des outils pour permettre aux managers et aux collaborateurs d'échanger de façon régulière et s'assurer que ça se fasse. Donc, il y a des outils type conversation ou check-ins que nous, on a déployés pour accompagner les équipes avec des gabarits tout simples, mais pour donner à un manager un peu les 2-3 questions à poser de façon régulière à ses collaborateurs pour s'assurer de ne pas les oublier ou que de pas, évidemment, il n'oubliera pas le collaborateur, mais de pas oublier de se faire de prendre des moments privilégiés pour échanger et suivre la progression des activités, de la carrière de l'individu. Et d'autre part, il y a une espèce de formation à mettre en place pour les collaborateurs, pour les managers surtout, sur comment travailler à distance. Mais ça peut inclure des choses assez tactiques comme organiser des coffee breaks ou prévoir un aspect plus social comme on est à distance. Et il y a aujourd'hui pas mal de formations un peu modernes, un peu en 2-3 minutes, ça donne des idées chocs pour un manager, pour l'accompagner dans ce changement progressif de travailler dans l'entreprise. Alors, on va revenir effectivement dans quelques minutes sur ces pistes que vous pouvez avoir les uns les autres pour développer davantage les compétences, accélérer. J'aimerais, Stéphane Millet puis Isabelle Calvez, que vous nous donniez à ce stade vos axes de réflexion sur la généralisation, en tout cas l'extension du travail à distance. Pour vous, quel est le bon équilibre entre les jours à domicile dans des tiers-lieux ou au bureau? On y fait quoi? Quel est l'impact que ça peut avoir sur l'aménagement des bureaux? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'on dise à une équipe, il y a un jour de présentiel commun qui est le lundi pour une équipe, le mardi pour une autre, le mercredi pour une autre, etc. On gagne de la place, des mètres carrés, etc. Et après, avec les économies générées, que fait-on? Je sais, ça fait beaucoup de questions, mais c'est vrai que toutes ces questions-là se posent. Stéphane Millet, puis Isabelle Calvez. Alors, le thème de le télétravail vient réduire l'espace de bureau et bien sûr réduire la facture. Moi, il m'intéresse parce que du coup, on a peut-être les moyens de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. Par exemple, quand on pense à du maintien de l'emploi, quand on pense au temps que ça peut prendre pour certains de faire du reskilling, comme disait Vincent tout à l'heure. Deuxième chose, on peut pas avoir une réponse binaire, d'après moi, ou une réponse d'agenda, c'est-à-dire en disant, ben voilà, c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, etc. Je pense que c'est peut-être un petit peu absurde, un petit peu idiot, mais c'est le temps qu'il faut. Et donc, on a prouvé que dans le run, en étant forcé, ça marche. Après, il faut dématérialiser, il y a plein de choses on a des process qui sont pas lean, on s'en aperçoit, etc. Mais quand on est dans le run, ça marche.
Beaucoup plus compliqué, je pense, lorsque on est sur des activités de projets stratégiques, lorsque on est sur des meetings clients, parce qu'on pense bien sûr aux commerciaux, hein, la visite du client, lorsqu'on achète, lorsque on fait du brainstorm. Donc là, il y a tout un pan avec lequel on est moins à l'aise. Vincent disait tout à l'heure, il y a des outils, et c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement une question d'outils. La co-construction se fait plus naturellement en présentiel. Exactement, elle se fait en présentiel. Ce qu'on a vu émerger dans le cadre du télétravail, c'est que tout à coup, on est passé d'une entreprise qui est quand même assez pyramidale à quelque chose de beaucoup plus cellulaire. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne sont pas managers, qui ont émergé comme alors aujourd'hui ça se dit influenceurs sur les réseaux sociaux, mais comme des influenceurs au bon sens du terme, hein. Donc avec une forme de leadership qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, en tout cas pas aussi bien vu que maintenant. Et inversement, Stéphane, il y a des managers qui, à travers la crise, se sont pas forcément révélés positivement. Est-ce que pour vous, ça pose la question du nombre de strates managériales, c'est un vieux sujet, mais qui peut-être ressurgit, du nombre de strates managériales et peut-être du non-remplacement d'un certain nombre de managers intermédiaires, d'une communication plus directe, peut-être aussi entre certaines strates dirigeantes, managers dirigeants et les salariés. Effectivement, le nombre de filtres, alors c'est le span of control, hein, c'est-à-dire et la profondeur de l'organisation, c'est deux KPI qu'on peut facilement mesurer. C'est-à-dire d'un côté le nombre moyen de salariés dans une équipe et de l'autre le nombre de niveaux hiérarchiques. On sait bien que dès lors qu'on a beaucoup de niveaux hiérarchiques, on a une déperdition en termes de communication, on a aussi une déperdition en termes d'engagement. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille forcément supprimer les niveaux, hein. Ça veut dire probablement qu'il y a des professionnalisations à faire qu'on n'avait pas faites jusqu'à présent. Après, je voudrais revenir juste sur un point qui est un thème récurrent chez nous et qui est clé, c'est comment être inclusif dans une entreprise. Alors à notre taille de 15 000 personnes, avec quand même pas mal de gens qui sont en opération et sur des lignes, etc. Comment être inclusif parce que d'un côté, on propose du télétravail qui est perçu comme un bénéfice, hein, de plus en plus. Et de l'autre, on impose à certains de venir sur les lieux de production. Alors, on n'a pas trouvé de réponse. En revanche, dans tout ce qu'on est en train de définir, on s'intéresse à l'inclusivité. Par exemple, la plateforme Jeffco University, elle s'adresse à nos 15 000 salariés. Et donc, vous n'avez pas besoin d'adresse mail, vous avez besoin d'un accès web qui vous est donné, mais vous n'avez pas besoin de matériel non plus. Ça veut dire, réponse très courte, mais ça veut dire qu'on peut imaginer demain que certains modules soient réalisés par des cols bleus dans des tiers-lieux, par exemple. Absolument. Domicile, mais en tout cas dans des tiers-lieux, pardon, ce qui pourrait leur permettre d'avoir accès au télétravail sans que le télétravail constitue la modalité d'accès privilégiée des cols blancs et donc accentue une certaine fracture sociale. Et absolument. Et d'un autre côté, je pense qu'il faut garder le télétravail comme une option d'organisation et pas en faire un droit. Et une option d'organisation et une option presque activiste sur certains aspects. Par exemple, on sait que ça réduit l'empreinte carbone. On le sait, dans des villes comme Paris, on est tout à fait conscient de ça. Mais voilà. Isabelle Calvez, alors quelques éléments de réponse, pareil, sur vos axes par rapport au travail à distance et la question des mètres carrés. Et ensuite, on prendra 3 questions qui sont affichées et que je vous relayerai. Isabelle, sur le travail à distance. Alors, travail à distance, nous, on veut le pérenniser. Alors, pour les gens, évidemment, qui peuvent faire du travail à distance, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde. Chez Suez, on a vraiment 60% d'activité vraiment pur terrain, donc qui ne feront pas de travail à distance. Néanmoins, on a tendance à essayer d'opposer un peu les gens du terrain et les gens à distance qui seraient éventuellement des privilégiés. Il ne faut quand même pas oublier que pendant la crise, heureusement, on a pu mettre les fonctions de support en travail à distance parce que l'entreprise se serait arrêtée. Il n'y avait plus de compta, il n'y aurait pas eu de paye, il n'y avait plus. Voilà. Donc, on a pu, grâce à ça, maintenir toute l'activité de l'entreprise. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas opposer les populations avec les privilégiés d'un côté et puis les
gens du terrain, sachant que les privilégiés, souvent, ont fait du télétravail dans des conditions un peu hasardeuses et ils se sont débrouillés pour que tout continue. Donc, nous, on voudrait pérenniser en disant, alors, il faut quand même donner quelques règles en disant, bon, on voudrait autoriser, par exemple, en France, au moins 2 jours par semaine pour les gens qui peuvent télétravailler. Après, charge au management de s'organiser. On ne va pas faire des règles en disant le télétravail, c'est surtout pas le mercredi, parce que le mercredi, c'est le jour des enfants, ou surtout pas le vendredi. Chacun s'organise, chaque service se débrouille. Puis il y a des semaines où c'est 1 jour, 2 jours, et puis d'autres semaines où ça peut être 4 jours, et des semaines où c'est rien du tout. Mais donner l'opportunité de dire quand vous voulez, quand vous pouvez, et quand avec le management ça fonctionne, vous pouvez aller jusqu'à en moyenne 2 jours par semaine. Et vous revoyez les locaux derrière? Alors évidemment, on est en train de refaire la revue stratégique. Évidemment, il y a un impact sur les locaux, mais c'est la conséquence. C'est pas, je veux dire, pas l'objectif premier. Du travail, mais si les gens viennent 2 ou 3 jours par semaine au bureau, on ne va pas garder des mètres carrés qui coûtent très cher, surtout en région parisienne, qui vont être vides la moitié du temps. Et surtout, quand on va venir au bureau, c'est pour être ensemble. C'est pour faire des réunions, c'est pour être ensemble. C'est pas pour être enfermé dans des bureaux individuels à faire des slides. Ça, on peut très bien le faire chez soi. Question, Isabelle, je vous relis la question. Donc, vous voyez, ça remet vraiment, on rebat les cartes côté mètre carré. Et quand j'entends dire c'est la fin comment dire, pas du coworking, mais du flex office, non, pas du tout. Moi, je pense que les espaces vont devenir justement des espaces de flex office avec sûrement plus de salles de réunion, plus d'espaces projets, plus d'espaces pour être ensemble. Et puis, quand on veut vraiment s'enfermer et être tranquille, on reste chez soi. Question, Isabelle, comment la fonction RH, demande Patricia Samy, peut-elle créer des conditions pour le maintien de l'engagement des salariés? Il y a eu un degré d'engagement des salariés assez fort en crise. Comment faisons-nous pour que cet engagement devienne culturel, récurrent? Et j'ajoute d'ailleurs à la question qu'un certain nombre des RH ont pu constater que cet engagement, il s'émousse au fil du temps et que notamment chez les télétravailleurs, le télétravail permanent a pu ensuite être caractérisé par une perte d'engagement. Qu'est-ce que ça appelle comme réflexion sur le futur cadre, Isabelle Calvez, puis Vincent Béliveau et Stéphane Millet? Déjà, il faut les écouter, les collaborateurs, d'où l'intérêt d'avoir des enquêtes pour les écouter et prendre toutes leurs remarques. Je vous ai dit tout à l'heure, les collaborateurs veulent du télétravail, mais veulent aussi de la présence en groupe, être avec les collègues. Voilà, donc c'est à nous d'organiser, je dirais, les conditions de travail les meilleures, d'organiser la santé et sécurité, enfin d'organiser tout ce qui va faire que le collaborateur va être engagé, de donner du sens. Ils nous ont dit dans l'enquête, c'était super, on a communiqué énormément, il ne faut pas que ça s'arrête. Ils nous ont dit continuez à nous demander notre avis, et puis tenez compte de notre avis, voilà, avec ce genre d'enquête. Il y a plein de leviers comme ça d'engagement qu'il faut aujourd'hui activer. Est-ce que ça veut dire, Stéphane Millet, qu'il faut peut-être aussi, à côté des baromètres d'engagement qui sont lourds avec plusieurs dizaines de questions tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans, peut-être maintenir des enquêtes plus ponctuelles, plus thématiques, ou à un moment donné de la vie du collaborateur, ou en tout cas trouver des moyens, des espaces d'expression, après il y a plein de leviers effectivement, qui permettent de faire remonter les souhaits, les remarques, les suggestions des salariés. Oui, à mon sens, on est plus dans la définition presque de groupe de travail autour de thèmes particuliers d'enquête. Ceci dit, l'enquête, elle vous apporte à un moment donné une mesure qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Après, je pense que la question de Patricia, comment la fonction RH, il y a un vrai travail de partenariat, bien sûr, avec les managers, mais aussi avec les salariés eux-mêmes. Nous, on a eu un degré d'engagement, si j'avais à le mesurer, mais sans avoir pour autant l'enquête très fort, et aussi parce qu'on a eu en volume beaucoup de télétravail, donc de chômage partiel. Donc en fait, si vous voulez, avec des équipes, je prends l'exemple de mon équipe à presque 80% en chômage partiel, effectivement, pour faire tourner les maisons, ça suppose un degré d'engagement très fort. Oui. Vincent Béliveau, vous le disiez tout à l'heure, il y a des outils pour maintenir le lien, renforcer le lien.
entre managers et salariés, entre salariés eux-mêmes. Alors, il y a ces outils-là, il y a aussi, et ça peut être un élément d'attractivité fort, tous ces modules que l'on pousse. Vous avez cité des chiffres tout à l'heure. Beaucoup d'entreprises avaient des plateformes, mais qui n'étaient pas encore parfois suffisamment connues ou mises en évidence. Elles ont mis à profit la période aussi pour mettre davantage en évidence certaines ressources. Quelles pourraient être demain, si on fait un peu de prospective, les différentes façons davantage de mieux mettre en avant ces ressources, de davantage mettre en avant ces ressources, peut-être de pousser certaines ressources qui sont apparues essentielles pendant la pandémie. Donc, il y a plusieurs points à aborder. Juste avant d'aller plus spécifiquement sur répondre à votre question, on a entendu parler pas mal de raisons d'être, de sens. Je rajouterai un autre mot qui est transparence. Je pense qu'il y a eu pas mal de transparence dans les entreprises durant cette période-là, forcée, parce que c'était évident. Donc, tout le monde s'est dit, on n'a pas le choix et voilà, on va dire aux collaborateurs ce qu'il y en est. Et je pense que ça génère de l'engagement. C'est une dimension importante. Et il faudrait que le leadership maintienne cette transparence dans la durée. Je pense que c'est une attente des collaborateurs. Mais à l'inverse, je suis d'accord avec le concept de Stéphane, comme quoi le groupe de travail était très important pour faire remonter la compréhension des collaborateurs de leur état. Mais je crois que la notion de petite enquête, micro-enquête, nous, on le voit, on a des outils pour faire ça évidemment, mais on a aussi pas mal de feedback important de nos collaborateurs à travers ces petites micro-enquêtes avec 2-3 questions très pointues, hyper simples, faire passer l'affaire depuis le portable, etc. Le collaborateur répond et ça permet de maintenir un lien, non pas à travers la strate de management, mais directement avec les collaborateurs sur quelques points pointus. Ensuite, pour générer l'engagement, en effet, on embarque dans une période d'hyper-individualisation. Après, chaque entreprise peut individualiser plus ou moins en fonction de ses conventions collectives, sa structure, son métier. Mais il y a vraiment un besoin de permettre aux managers d'individualiser la flexibilité, si on veut, notamment au télétravail, individualiser le développement d'un collaborateur vers des métiers, vers des compétences qu'un collaborateur va souhaiter. Puis ensuite, il y a des outils maintenant, à travers, je sais qu'on en parle trop, mais à travers l'IA, qui permettent d'identifier les compétences d'un collaborateur automatiquement, et ensuite l'aider à avoir le dialogue avec son manager sur les compétences à développer. Pourquoi je dis cela? Parce qu'une fois qu'on a ça en place, les recommandations qu'un outil peut faire pour telle ou telle formation, qu'elle soit en micro, en macro, en vidéo, en présentiel ou pas, vont être tellement plus pointues de par cette meilleure compréhension de l'individu. Donc, je pense qu'il y a une approche à rajouter. Donc, d'abord transparence, mais ensuite, par ailleurs, une forme d'hyper-individualisation. Et encore une fois, chaque entreprise peut s'adapter plus ou moins à cela. Mais je pense que c'est un concept à amener dans les équipes RH de comment mieux individualiser la relation managériale, mais aussi de l'entreprise en termes d'offres de développement pour générer au final un engagement plus fort. Isabelle Calvez, quelles sont les ressources qui ont été particulièrement prisées? Est-ce que les taux de connexion ont chez vous aussi fortement augmenté? Est-ce qu'il y a des ressources qui ont plutôt été mises de côté et d'autres au contraire qui ont émergé comme des ressources vraiment à mettre en avant? Écoutez, en termes… je ne sais pas ce que vous entendez exactement par ressources. Ou par… Les ressources en ligne, les modules de formation, oui, alors, justement, pour mettre à profit la période, à la fois pour les salariés en chômage partiel et en télétravail notamment. Alors, on a fait 2 fois plus de e-learning que d'habitude. Le e-learning, ça avait quand même du mal à décoller. C'était pas… voilà, là, on a fait sur la période 30 000 modules. Enfin, 30 000 modules ont été suivis, c'est-à-dire autant que l'année dernière, que toute l'année dernière. Beaucoup de choses sur justement le télétravail, comment est-ce qu'on organise, comment est-ce qu'on manage du télétravail, comment est-ce qu'on fait. Beaucoup de choses sur l'utilisation des outils informatiques, comment est-ce qu'on maximise Teams, comment est-ce qu'on fait des petites vidéos, enfin plein de choses comme ça. On a passé pas mal de choses sur la cybersécurité aussi, pour expliquer aux gens comment se protéger l'entreprise, faire attention. Beaucoup de développement personnel. En fait, beaucoup de gens de cadres qui étaient en télétravail en ont profité pour faire des tas de modules de développement personnel, beaucoup de santé sécurité. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait vraiment maximiser maintenant l'utilisation du e-learning et notamment de la vidéo dans le e-learning, alors que c'était pas tellement prisé. On essayait de le pousser, mais ça marchait pas tellement. Et comme disait Stéphane, nous aussi, on va vraiment pousser pour l'école bleue aussi des vidéos d'accès facile, d'accès libre.
qui deviennent des outils de formation assez évidents et qu'on peut envoyer tous les jours sur des téléphones mobiles, voilà, sans avoir besoin d'avoir des connexions. On a beaucoup d'ouvriers, de salariés qui n'ont pas d'adresse mail et qui n'ont pas d'outils informatiques professionnels. Et donc, en fait, il y a vraiment moyen de leur envoyer quand même du contenu de façon très simple. Stéphane Millet, même question. Quelles sont les ressources qui ont particulièrement bien fonctionné? Une réponse courte. J'ai plusieurs questions à vous poser ensuite dans la foulée, mais pour situer un peu, pour caractériser la période. Alors, comme le disait Isabelle, on a une trajectoire assez similaire, c'est-à-dire renforcement de l'utilisation des e-learning. Ceci dit, on avait déjà un très 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 bon taux d'adoption. Évidemment, leadership management à distance, mais langue aussi, puisque le fait, par exemple, que l'anglais soit la langue du groupe est quand même finalement relativement récent, c'est 5-6 ans, donc on peut encore avoir pas mal de gens qui souhaitent se développer. Health and Safety, bien sûr, avec un module qui a été designé pour le retour post-Covid. Et là, on a fait un module qui agrège tout un tas de très très bonnes pratiques qui viennent de pays divers et variés. On a tout à l'heure indiqué la Chine, mais UK est particulièrement avancé de ce point, et puis l'Italie aussi. Il y a un… Pour l'anecdote, Oui, mindfulness, on en parlait, Nicolas, c'est méditation de pleine conscience, ça a eu beaucoup de succès. Et finalement, c'est disponible en anglais, en français, donc beaucoup de succès. Il y a un webinaire, un direct live, hein, comme celui dans lequel nous sommes actuellement, avec le groupe Rocher, qui avait montré notamment comment des tutos peuvent aider au respect des gestes barrières. C'est particulièrement intéressant. Il y a deux questions sur le sujet que je vous relais. Pascal Delcourt demande, en matière de santé-sécurité au travail, comment la fonction RH peut-elle continuer à faire vivre le respect des gestes barrières auprès des collaborateurs? Et Patricia Samy complète, en effet, la perte de productivité horaire due aux gestes barrières est estimée à 20%. Ouais. Alors, Stéphane? Alors, première partie de la question, ouais, continuer à sécuriser. Alors, c'est de l'éducation quasi permanente, hein. On a pris des décisions pas faciles. On demande à tout le monde sur nos sites de porter les masques. On est en opération conjointe avec certains de nos clients sur des sites de production, où que ce soit dans le monde. Et il y a des gestes barrières, évidemment, le port du masque à respecter, jusqu'au moment où le virus circulera moins et où on pourra assouplir les mesures. Vous imaginez d'inscrire dans des formats distanciels ou présentiels d'ailleurs, mais un certain nombre de nouvelles, de nouvelles consignes qui feraient partie d'un parcours, alors d'intégration ou d'un parcours obligatoire à un moment donné? Oui, c'est déjà, en fait, c'est déjà fait parce que ça a l'air de rien, mais quand on n'a jamais porté un masque, il faut apprendre. Et donc, il y a des tutos, on a développé. Un qui vient de Chine d'ailleurs. Donc, on a beaucoup travaillé avec les pays pour pouvoir mettre en place. Mais les gestes barrières, la distanciation, c'est plus facile dans certains pays que dans d'autres. Il y a une approche culturelle dans le sud de l'Europe qui fait que la distanciation est peut-être moins évidente à mettre en œuvre que dans l'Europe du Nord, par exemple, ou dans certains pays d'Asie. Isabelle Calvez, alors, comment continuer à faire vivre le respect des gestes barrières? Et j'ajoute la dernière question apparue il y a une minute, comment envisager la deuxième partie de l'année, continuer à sécuriser, travailler sur les fondamentaux, arrêter les projets d'innovation, etc. La question nous amène un peu plus loin que la sécurisation. La sécurisation, je pense que les gestes barrières, on est condamné, on va être condamné à les pérenniser. Alors peut-être pas, ça va s'alléger, il y a des choses qui vont quand même s'alléger, d'autant que si jamais on a une deuxième vague, on sera beaucoup plus préparé. C'est-à-dire qu'on on a des masques, on a des tests, on sera vraiment capable de gérer ça différemment. Donc je pense que ça va un petit peu s'alléger. Bon, les sièges sociaux, nous on a un siège dans une tour de grande hauteur. C'est sûr que le fait de ne pas faire revenir tout le monde et de garder des gens au télétravail, ça va nous créer des gestes barrières naturellement. On ne pourrait pas aujourd'hui accueillir l'intégralité
du personnel. Donc, le télétravail est aussi un geste barrière, finalement. Voilà. Donc, et pour la deuxième partie de la question, oui, la deuxième partie de l'année, je pense qu'on va faire les deux, c'est-à-dire on reprend, on sécurise, on continue à sécuriser, on se réorganise, on relance. Je pense qu'on n'arrête pas les projets. On ne va pas arrêter, on n'a pas intérêt à arrêter trop de projets d'innovation. Je pense que les entreprises ne sont pas non plus toutes dans les mêmes situations. Je pense que la restauration, dans le tourisme, c'est beaucoup plus dur que dans des entreprises qui sont des grosses entreprises, là, comme nous, assez résilientes. Je pense que Air France n'est pas dans la même situation que Suez ou Jeffco. Donc, je pense que la deuxième partie de l'année, il faut qu'il y ait une forme de reprise, de réénergie. On ne peut pas vivre non plus dans un climat où toutes les 5 minutes, on va dire, oh là là, c'est terrible, les conséquences sociales sont abominables, tout le monde va licencier. Il faut quand même donner un peu d'énergie, un peu d'optimisme et puis un peu de reprise, parce que sinon, on va devenir tous complètement paranoïaques. Et voilà, donc je pense qu'il faut reprendre bien, essayer d'avancer. Oui, c'est difficile. Oui, bon, il y a des conséquences économiques, c'est évident. Mais voilà, essayons quand même de progresser, de tirer le bon côté et puis de ne pas sacrifier. Nous, on a décidé qu'on n'allait surtout pas sacrifier les alternants. Voilà, 1200 alternants, il ne faut surtout pas sacrifier les jeunes. Il faut leur donner du travail, leur donner de la formation. Voilà, il faut essayer d'avoir des actions positives pour la deuxième partie de l'année. Sinon, on va devenir positif. Et j'ajoute, ces actions positives, elles sont énormes pour le moral et pour l'engagement des gens. Nous, on a décidé aussi, plutôt moi qui ai décidé, de continuer sur l'alternance, et on a pas mal d'alternants et d'apprentis. On a d'ailleurs quasiment tous les ans un petit label sympa qui est Happy Trainee, mais c'est l'avenir, quoi. Et c'est l'avenir aussi d'un point de vue recrutement, parce que c'est un super channel pour recruter des gens qui se sentent bien dans la maison. Alors, la deuxième partie de la question de Patricia, je n'ai pas d'estimation, Patricia, sur les 20% de perte de productivité. Ça me paraît élevé, ça doit quand même pas mal dépendre de ces métiers. Je n'ai pas vu ça. J'ai vu, alors c'est pas à zéro, il y a une perte, c'est sûr. D'un autre côté, on est aussi beaucoup plus sur, en tout cas, on est moins sur l'activité que sur la contribution. Donc, du coup, ça vaudrait le coup de comprendre à présence égale, est-ce que la contribution est la même? D'ailleurs, un thème récurrent pour le télétravail, on se pose toujours la question de savoir ce que vraiment les gens font ou ce qu'ils contribuent. Je vous propose d'aborder un dernier thème. Alors, il y a encore plein de questions, forcément, qu'on a dû laisser de côté, mais le thème de la rémunération. Alors, on a vu dans le sondage tout à l'heure que ce thème-là, finalement, il n'est pas forcément prisé comme étant un axe stratégique sur lequel il faut travailler demain. Or, en fait, les questions sont quand même assez nombreuses. À partir du moment où on considère que des métiers sont essentiels, comment les revaloriser? Est-ce qu'il y a des arbitrages à faire? Si on a des contraintes budgétaires et une enveloppe inchangée, augmenter les uns, d'accord, mais voilà, quid des autres? Est-ce qu'il faut revoir les arbitrages au sein des enveloppes de rémunération entre ce qui est de la rémunération directe et les avantages sociaux? Quid de l'équilibre collectif versus individuel? La dimension collective est particulièrement forte pendant la pandémie, et en même temps, ce que vous avez dit peut aller dans le sens d'une individualisation plus forte. Alors, éléments de réponse de vous trois, Isabelle Calvez et Stéphane Millet sur les axes stratégiques et Vincent Béliveau sur les outils aussi et les leviers qui peuvent peut-être aider à réfléchir différemment. Isabelle Calvez. C'est sûr que ce n'est pas facile, tout ce qui touche à la rémunération, c'est de toute façon toujours compliqué, mais on a quand même vu avec la crise émerger des questions d'équité de rémunération entre des cols bleus essentiels sur le terrain et puis des cols blancs, des plus grosses rémunérations et peut-être pas toujours forcément la même utilité. Donc il y a cette question qui est en train d'émerger, qui n'est pas du tout facile à répondre. On a utilisé, nous, pendant la crise, la prime en France, en tout cas la prime Macron, peut-être de devenir défiscalisé. Donc, j'espère que ce dispositif va être pérennisé parce que c'est quand même très intéressant. Il y a tous les phénomènes d'intéressement, de participation
Je pense qu'il faut travailler là-dessus. Le plus on sera défiscalisé, je dirais, sur ces outils, le plus on pourra libérer le fait que les gens peuvent prendre voilà, cet argent sans attendre 5 ans, tout ça, ça peut être intéressant. Dans un sens plus collectif, Isabelle, Oui, avec des indicateurs oui, plus plus collectifs selon vous? collectif. Je pense qu'il faut, je pense que ça, c'est des bons systèmes. Il y a tous les avantages sociaux. Plus on donnera d'avantages sociaux sur la santé, alors ça partout dans le monde, hein, parce que les pays ne sont pas à la même enseigne. Ouais. En France, en général, on a des bonnes mutuelles, mais il y a moyen quand même de faire plus. Donc, c'est des outils de rémunération qui bénéficient d'ailleurs aux non-cadres de façon intéressante. Donc, vous voyez, il faut qu'on arrive à conjuguer tout ça et à trouver les meilleurs arbitrages partout dans le monde pour rééquilibrer d'une certaine façon voilà, les équilibres entre on va dire les gens de terrain et puis l'encadrement. Stéphane Millet. Alors, quand je raisonne sur les 3 axes principaux, salaire, je réserve ma réponse. Sur la partie bénéfices, avantages sociaux, je pense qu'on peut aller vers une hyper-individualisation de plus en plus demandée en fonction de votre âge, de votre situation de famille, etc. Vous pouvez peser plus d'un côté que de l'autre. C'est sûr. Les fameux cafétéria plans. Les fameux plans cafétéria, pas toujours si simples que ça à mettre en œuvre, mais qui ont, d'après moi, un très très bon retour auprès des salariés. Et à nouveau, comme le dit Isabelle, on parle de plans qui sont à l'échelle d'un groupe, donc avec une diversité de pays phénoménale, avec du légal tel qu'on peut le connaître en France, et puis du supralégal qui doit être là, sinon rien n'existe. Voilà. Et puis le 3e axe sur lequel on travaille beaucoup plus aujourd'hui, c'est toute la partie reconnaissance. Parce qu'en fait, la partie recognition, qui ne suppose pas forcément une approche financière, mais bon, à un moment donné, il y a un coût, est probablement pour nous une piste extrêmement sérieuse à suivre pour la fin de cette année et l'année à venir. Vincent Belliveau, pour clore cette séquence, qui dit réflexion sur les politiques de rémunération, dit aussi réflexion sur les politiques d'évaluation. Avec voilà, des outils, des manières d'échanger, etc., qui peuvent être sensiblement différents. Dans ce qu'on a appris aujourd'hui lors de nos discussions, il semble y avoir une plus grande délégation de responsabilités au terrain, dont aux managers. Donc, si on pousse le concept d'individualisation à la rémunération, ben, ça passe forcément par le manager qui est sur le terrain. Et donc, l'un des axes qu'on voit, évidemment, les outils le permettent, mais aussi il faut que la politique de l'entreprise, ensuite, évidemment, il y a la contrainte pays par pays, mais permettre une plus grande autonomie des managers dans une enveloppe donnée, de rémunérer tel ou tel salarié. Évidemment, il faut que ça soit en ligne avec les réglementations locales. Donc, ça, c'est une des dimensions. J'ai envie de dire, que ce soit la rémunération ou tout autre thème des RH, je pense que la fonction RH a vraiment une opportunité, là, maintenant, tout de suite, d'avoir, durant la crise, joué un rôle central, mais absolument central. Je pense que tous les DRH avec lesquels j'ai échangé me disent que c'était un moment où ils avaient une écoute du PDG plus forte que jamais. Il faut capitaliser là-dessus pour ne plus être en mode réactif par rapport à la crise. Évidemment, c'est pas fini, hein, il y a encore du travail de ce côté-là, mais essayer d'être force de proposition. Là, ça peut, le sujet important pour telle ou telle entreprise peut être celui de la rémunération. Pour une autre, ça serait le sujet compétence. Une autre, la dématérialisation. Il peut y avoir plusieurs priorités en fonction des entreprises, mais je pense qu'un message à chacun, c'est de profiter du moment, là, tout de suite, pour arriver avec des propositions assez proactives auprès de l'entreprise pour justement préparer l'entreprise à demain. Merci à tous les 3. Il est temps de conclure ce webinaire. Vous pouvez bien sûr laisser vos commentaires, vos suggestions d'amélioration, vos réactions dans l'onglet chat ou dans l'onglet questions. C'était très riche. C'était dense. Vous recevrez dans les prochaines heures le replay pour ceux qui n'ont pas pu suivre en intégralité. Et merci beaucoup à Sophie Delpuech, organisatrice notamment des congrès LTD et des congrès HR pour voilà, l'organisation de ce webinaire, en espérant peut-être vous retrouver tous début octobre en présentiel au congrès HR. Bonne journée à tous. On espère. Merci pour vos contributions. Merci. Merci. Au revoir. Merci.